Alors, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème l'utilisation de l'intelligence artificielle en contrôle qualité par analyse d'images. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un thème très précis que nous allons vous proposer aujourd'hui. Nous allons parler d'une opération industrielle de premier ordre qui est le contrôle qualité, en faisant un focus sur le contrôle par l'image, donc la vision industrielle. Et nous allons également parler de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui s'inscrit de plus en plus dans l'industrie 4.0. Alors, pour l'animation de ce webinaire, nous serons deux. Moi-même, Frédéric Mallet, consultant supply chain de la société Advance. Et j'ai la très grande chance de pouvoir animer ce webinaire avec... Bonjour, je suis Richard Fan, dirigeant et fondateur du bureau d'études Inventis. Voilà, donc petite précision sur le déroulé. Donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le bouton questions-réponses que vous trouverez sur l'écran. Nous tenterons d'y répondre donc en fin de session. Donc, avant de vous présenter le sommaire, je vous propose de vous dire qui on est, Advance, Inventis, et quel chemin nous avons parcouru ensemble depuis quelques années. Alors, Advance, nous sommes un cabinet de conseil en management des organisations. Nous fêtons cette année notre 12e anniversaire, 70 personnes sur Paris, Lyon et Marseille, et nous adressons aux différentes directions d'entreprise nos démarches d'innovation et de transformation, ce qui permet à nos clients d'aligner les bons outils, les processus et l'organisation la plus adéquate. Richard, je te laisse la parole pour présenter Inventis. Merci. Donc, Inventis, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans les systèmes connectés. Nous développons, nous concevons et nous industrialisons sur mesure des dispositifs avec de l'électronique et toutes les couches logicielles, y compris de l'intelligence artificielle et en particulier embarquée sur microcontrôleurs, qui est une des spécialités d'Inventis en collaboration avec notre partenaire STMicroelectronics. Ok, merci Richard. Donc, à propos de notre histoire commune, nous avons organisé en début d'année dernière une journée industrie du futur où nous, 3 sociétés organisatrices, Advance, Inventis et Sedaptaosis, avons présenté à une dizaine d'industriels dans nos locaux, ici à Vèze, des cas pratiques d'utilisation d'objets connectés, de l'IoT, dans le contrôle qualité et l'intégration avec le Manufacturing Execution System, donc le MES. Donc, nous allons ici rester aujourd'hui sur la problématique du contrôle qualité, mais cette fois-ci en intégrant la composante IA. Voilà, donc je vais tout d'abord présenter ce qu'est le contrôle qualité, l'enjeu pour l'industriel, et je présenterai quelques exemples de systèmes existants sans analyse d'image, sans IA. Par analyse d'image, mais sans IA. Ensuite, je laisserai la parole à Richard, qui nous présentera l'IA au travers de cas concrets. Et nous finirons par la conduite d'un projet d'intelligence artificielle. Donc, commençons tout d'abord par quelques rappels sur ce qu'est le contrôle qualité. Voilà, donc une pièce est conforme si elle respecte des spécifications et des exigences préétablies. Alors, ces paramètres, il y a un certain nombre de paramètres qui vont influer sur le processus de contrôle. Ils sont assez nombreux, là je vous en cite quelques-uns. On peut citer la fréquence du contrôle et le type de contrôle, si on est sur un type de contrôle destructif ou non, qualitatif ou quantitatif. À noter que pour ce webinaire, nous allons parler d'imagerie, nous allons parler de vision industrielle, donc on est plus sur du contrôle non destructif et plutôt de type qualitatif. On verra qu'on se focalisera plus sur le type de défaut d'aspect. Les 6 autres paramètres qu'on peut citer, les méthodes de contrôle, les tolérances, les moyens de contrôle, la position du contrôle dans le flux de fabrication, des acteurs et les normes. On peut citer par exemple AFNOR ou les normes ISO.
Voilà. Comme vous pouvez le voir à l'écran sur le processus, voilà, sur le processus de contrôle, lorsqu'une non-conformité est détectée, eh bien, il y a une décision qui doit être prise, une décision soit de mise au rebut, soit de fabrication de retouche de la pièce. Et ce processus est commun à beaucoup de systèmes de contrôle qualité. Voilà. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les raisons de la mise en place d'une démarche qualité? Alors, les raisons sont nombreuses. Là, je vous en cite 8 ici sur cet écran. Les deux principales sont le respect des exigences clients et le respect des normes. Voilà. Et en termes de problématiques au niveau des enjeux principaux, je dirais que vis-à-vis du client, une pièce doit être conforme par rapport à un processus certifié. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et un deuxième enjeu, c'est de ne pas aller vers la surqualité, ce qui peut effectivement servir lorsqu'il y a un audit client d'aller vers une qualité supérieure. Et ce genre d'audit client permet aussi d'arriver vers des nouveaux marchés quand on augmente la qualité des produits. Voilà, donc on a décrit le contrôle qualité avec les paramètres. Voilà, avec les paramètres du processus qualité, les enjeux de l'industriel. Passons maintenant à quelques exemples de contrôle qualité par analyse d'image, sans IA. Voilà, donc je vous propose de parler de deux secteurs d'activité. Un premier secteur, le secteur de l'agroalimentaire, et également on parlera du secteur pharmaceutique. Alors, on essaiera au travers de ces exemples de se focaliser sur les différents prérequis qui nous amèneront à l'IA dans la suite de la présentation. Voilà, donc commençons par le secteur agroalimentaire. Voilà. Donc là, je vous présente ici un équipement qui permet de déclasser des œufs non conformes pour des raisons, parce qu'ils sont trop petits, trop gros, ou des œufs sales, ou des œufs coulants. Donc au niveau du process, les œufs arrivent sur la machine et passent sur des rouleaux à ressort, de manière à ce que l'œuf ait une rotation complète, de manière à ce que les caméras sur la machine puissent voir l'entièreté de l'œuf. Alors, de manière générale, en vision industrielle, la manière dont on éclaire l'objet que l'on veut prendre en photo est primordiale. Voilà, pour garantir la fiabilité de l'image et donc la fiabilité du contrôle qualité. Alors, on voit ici sur l'œuf, l'œuf a une forme arrondie et donc les lumières qui sont projetées peuvent faire des reflets, ce qui veut dire que les lumières qui vont être utilisées ici vont être polarisées. Voilà, ce qui va garantir la qualité de l'image. Donc là, on est sur une machine qui utilise des lumières visibles, mais on aurait très bien pu, dans d'autres procédés, utiliser des ultraviolets, voire des longueurs d'onde un peu plus élevées, des infrarouges. On le verra dans les exemples suivants. Voilà, donc retenons juste une chose sur cet exemple, c'est que lors du mirage des œufs, donc le mirage, c'est l'inspection visuelle, l'éclairage est primordial pour cette opération. Alors, changeons maintenant de secteur d'activité, passons au secteur pharmaceutique. Et on va parler du mirage des seringues, donc l'inspection visuelle des seringues. Alors, dans ce secteur, cette opération de mirage est une opération très importante et très surveillée par les inspections réglementaires. Nous allons parler ici du mirage automatique. Alors, la mireuse est constituée de plusieurs carrousels permettant de renverser les seringues. Donc, on va parler de seringues pré-remplies, des seringues qui seront acheminées au travers de plusieurs carrousels afin de détecter d'éventuels fragments au niveau du liquide et puis d'observer des défauts potentiels sur la seringue, sur le bouchon, sur voilà, les défauts d'aspect de la seringue. Donc, retenons une chose, c'est que ce genre de machine ne se fatigue jamais. On dit souvent que la mireuse automatique ne se fatigue jamais, contrairement à l'inspection manuelle, où là,
on est soumis à une baisse de concentration des opérateurs et on est soumis également à la fatigabilité. Voilà. Donc ça, c'est un point important, on va y revenir tout à l'heure. Notons que pour arriver sur une machine performante, le réglage de ce genre d'équipement est une opération très sensible et très fastidieuse, puisqu'il faut constituer donc une défothèque avec des ajustements qui sont apportés dans les premiers mois de l'utilisation de l'équipement. Et à chaque fois, les caméras vont comparer les images prises par rapport à des défothèques, donc des défauts qui sont connus, voilà, qui sont préétablis. Ça, c'est très important. Voilà. Alors maintenant, on constate que ces équipements sont effectivement très performants, c'est-à-dire que leur taux de détection de défauts est assez élevé. Voilà. Et si l'on veut aller au-delà et avoir encore un meilleur taux de détection, eh bien, potentiellement, on pourrait appeler l'IA et on pourrait faire appel à l'IA pour augmenter cette qualité de taux de détection de défauts. Voilà. Alors, donc on va présenter ici l'IA dans la suite de ce webinaire, mais il y a une chose importante qu'il faut retenir, c'est que ça dépend de ce qu'on veut détecter déjà comme défaut. Et il y a un des paramètres importants, c'est la position de la pièce dans la machine. C'est-à-dire que si une pièce arrive, comme on l'a vu ici dans la mireuse, des seringues pré-remplies, si la seringue arrive de manière toujours au même endroit, toujours avec le même arrière-plan, toujours avec le même éclairage et la même position, eh bien, on est dans un cas de mesure dite déterministe, c'est-à-dire qu'on maîtrise parfaitement l'arrivée de l'image dans le système. Et l'IA, en fait, apporte peu dans ce cas de figure, car le système est déjà très performant. En revanche, si les pièces d'autres équipements arrivent de manière avec des éclairages changeants, des positions différentes sur la machine, des arrière-plans changeants, eh bien, on est là sur des modèles de prise de vue, de prise d'image plus généralistes. Et là, l'IA va pouvoir apporter peut-être plus de valeur ajoutée, à condition, cette fois, d'avoir un volume d'images au départ un peu plus important. Donc, avec plus de volume et donc plus de diversité d'images. Voilà, on est par exemple dans le défaut d'aspect, recherche de traces, la recherche de taches, de rayures ou des défauts variés. Voilà. Ah. Petit. OK. Voilà. Richard, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'IA et n'y a-t-il pas une problématique d'apprentissage? Merci Frédéric. Effectivement, avant de passer à l'application de cette méthodologie sur le contrôle qualité par image, faisons un rapide rappel sur ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc très rapidement, on a commencé l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelait le machine learning. Le machine learning va être adapté à des problèmes relativement simples pour un humain, comme là par exemple la reconnaissance des chiffres pour lire les codes postaux écrits sur une enveloppe pour faire du tri. Donc vous voyez qu'une machine va apprendre à lire un chiffre si on lui fournit énormément de modèles de chiffres écrits à la main de manière différente, afin que la machine apprenne elle-même à reconnaître un 0 d'un 1 ou d'un 2. C'est ce qui différencie en fait les méthodologies d'intelligence artificielle par rapport à l'algorithmie qu'on va appeler classique. C'est qu'une algorithmie classique va dérouler un raisonnement qui a été conçu et pensé par un humain de manière déterministe. Alors qu'une intelligence artificielle va prendre des exemples qui vont être catégorisés par des humains et elle va apprendre elle-même à différencier les différents cas qu'on lui propose. On va aller plus loin, et ça c'est les progrès des dernières années qu'on a appelé le deep learning. On a appliqué ces méthodes-là pour résoudre des problèmes beaucoup plus complexes pour une machine, qui sont par exemple la reconnaissance vocale ou la reconnaissance d'image, qui aujourd'hui est utilisée dans l'industrie.
Donc le point à retenir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est surtout beaucoup d'apprentissage et la machine qui apprend elle-même sur la base de ce qu'on lui donne à apprendre. Alors, comment on va illustrer ça sur des processus industriels aujourd'hui? Je vais vous parler d'abord d'une mise en place chez un fabricant français de wafers, qui est Soitec. Et puis ensuite, on va parler plus généralement du traitement de surface et quelles sont les caractéristiques qui font que l'IA peut être supérieure ou très intéressante par rapport aux méthodes classiques et à l'algorithmie classique. Encore une fois, je vous encourage à cliquer sur le bouton questions-réponses si vous souhaitez poser des questions pour la fin du webinaire. Alors, le premier cas qu'on voulait illustrer, c'est Soitec, une ancienne start-up des environs de Grenoble, qui fabrique avec un procédé propre à elle-même, qui s'appelle Silicon on Insulator, d'où SOI, des wafers pour semi-conducteurs. En 2019, ils ont implémenté de l'IA pour le contrôle qualité de fabrication de ces wafers. Et ils ont utilisé, pour illustrer le fait d'avoir beaucoup de matériaux pour l'apprentissage, ils ont utilisé 6 ans d'archives d'images infrarouges prises pour ces wafers. Ensuite, un expert a labellisé, on appelle ça en français un étiquetage ou une labellisation en anglais, on labellisé les bonnes et les mauvaises pièces en catégorisant les images. Et quelques mois ont suffi à des prestataires et des experts externes et aux outils cloud d'AWS, de chez Amazon, pour réaliser un programme et un algorithme d'IA qui leur permet aujourd'hui d'avoir 99,8% de fiabilité de la décision faite par l'IA sur est-ce que ce wafer est bon ou mauvais. Ce taux de fiabilité était largement inférieur. Ils avaient, au lieu de 0,2% de taux d'erreur sur cette décision, ils avaient plusieurs pourcents de taux d'erreur sur la décision d'une pièce bonne ou mauvaise précédemment avec une inspection visuelle humaine. Et donc là, ça illustre aussi le point que faisait Frédéric précédemment, c'est-à-dire qu'une machine à base d'IA, par rapport à un inspecteur humain, même expert, ne se fatigue pas. Un deuxième cas qui est très utilisé, c'est l'analyse de surface ou l'analyse d'aspect de pièces, qui illustre aussi les différents cas où on peut préférer l'IA par rapport aux méthodes classiques et aussi les méthodologies possibles quand on utilise l'IA. Donc, comme disait Frédéric, l'IA est vraiment beaucoup plus performante quand les conditions de prise de vue ne sont pas aussi strictement contrôlées que dans les exemples qu'il a cités sur les œufs ou les seringues. Une méthodologie d'IA peut aussi détecter des nouveaux défauts, ce qui n'est pas possible dans les algorithmes déterministes, puisque les algorithmes déterministes vont ne détecter que des défauts déjà connus. Et si vous avez déjà essayé des algorithmes déterministes de manière classique et que vous vous heurtez à des performances qui ne sont pas optimales ou satisfaisantes, à ce moment-là, l'IA, avec les progrès de performance faits ces dernières années, peut vraiment déverrouiller des situations et peut-être apporter des performances nouvelles. Par rapport aux méthodologies qu'on va utiliser, on a deux types de méthodologies, deux grosses catégories. Une première qui est une simple détection d'anomalies, c'est-à-dire que on va surtout apprendre à l'IA ce que c'est qu'une image de pièce bonne, et tout ce qui ne va pas rentrer dans la catégorie d'une image de pièce bonne, ben, l'IA va déterminer, va proposer que cette pièce serait mauvaise. Donc là, on voit aussi que l'importance du corpus, du nombre d'images bonnes pour nourrir l'IA est très importante, parce que c'est par analyse de différence, d'anomalies, qu'elle va pouvoir dire qu'elle pense qu'une pièce est mauvaise. La deuxième méthodologie, c'est une catégorisation des défauts qui permet à ce moment-là, avec un corpus labellisé, de détecter quel type de défaut
l'IA va voir, mais sa capacité à voir des nouveaux défauts va effectivement être diminuée. De toute façon, étant donné les principes fondamentaux d'apprentissage par rapport à des images connues, on se rend compte qu'une IA est d'autant plus efficace qu'il y a énormément d'images à lui faire ingérer, à lui faire apprendre. Alors, ce qui peut vous intéresser aujourd'hui maintenant, après ce tour d'horizon sur les méthodologies classiques et les méthodologies mettant en œuvre l'IA, c'est comment on fait pour mettre en œuvre un tel projet. Donc, on a voulu découper en 5 étapes les projets typiques d'implémentation d'IA dans l'industrie, en vous donnant aussi un ordre de grandeur du temps nécessaire à une équipe pour réaliser ce type de projet. Un projet est d'autant plus court et rapide que l'industriel comprend bien ce qu'il veut faire et a un gros catalogue d'images en sa possession. Donc la première étape, c'est bien sûr de bien se mettre d'accord sur la définition de l'objectif, des défauts et des pièces à examiner, de choisir les capteurs d'images et de collecter cette bibliothèque de données. Une deuxième étape nécessitant un expert manuel et une collaboration va être en quelque sorte de nettoyer les images, c'est-à-dire de faire un tri entre des images représentatives ou pas, de les labelliser, c'est-à-dire de les catégoriser en bonnes ou mauvaises, ou bien d'y attacher un mot-clé correspondant à un défaut, et de construire cette bibliothèque d'images qui va nourrir l'IA. La troisième étape, c'est l'apprentissage lui-même, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs boucles itératives d'apprentissage en changeant des paramètres et en essayant de varier les caractéristiques qu'on va vouloir détecter, et de construire un modèle de réseau de neurones. Enfin, une étape optionnelle, c'est éventuellement de la convertir sur de l'électronique embarquée pour éviter et pour accélérer en fait la décision et pour éviter les gros transferts de données vers un PC local ou une infrastructure cloud. Donc c'est là où l'informatique embarquée et les outils, par exemple, mis à disposition par STMicroelectronics sont extrêmement efficaces. Et enfin, on va avoir une campagne de validation sur chaîne de production et de mesure pour mesurer la performance de l'IA par rapport au processus précédent. Frédéric, tu as peut-être un commentaire sur le déroulement ou la durée des projets? Oui, effectivement, là, je constate que les déroulés peuvent être assez variés. Un projet peut se dérouler de 2 mois à 10 mois. Et donc, du coup, un des paramètres qui peut justifier les projets courts et les projets plus longs, eh bien, ça peut dépendre c'est la quantité d'images qu'on a, comme tu le disais, Richard, au départ, pour faire apprendre le modèle. Et ça dépend beaucoup du type de fabrication sur lequel on est. C'est en fonction du type de cycle de fabrication. Typiquement, si on a des fabrications qui sont avec un nombre de lots très élevé, eh bien, on va avoir beaucoup d'images pour l'apprentissage du modèle. Et donc, le projet va aller de manière assez rapide. En revanche, si on a des temps de cycle très longs, un ou deux lots par mois, là, du coup, l'image elle est peu fréquente et là, du coup, le projet risque de durer un peu plus. Donc, c'est effectivement un des critères qui peut justifier la durée du projet. Voilà, donc on arrive sur la fin de ce webinaire. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, je regarde ici. Alors, il y a une question sur est-ce que l'IA est suffisamment mature en 2020 pour se lancer? Alors, effectivement, l'IA a beaucoup progressé, comme tu le disais, Richard, et notamment depuis l'année dernière, depuis 2019, où il y a des techniques d'apprentissage qui ont évolué. Alors, je peux en citer une technique qui a été citée d'ailleurs au salon CIDO du 4 septembre de cette année. C'est la technique des progressive GAN. GAN, c'est les Generative Adversarial Networks, c'est les réseaux adverses génératifs. Donc, c'est deux réseaux qui vont dialoguer entre eux
un réseau qui va générer l'image et un autre qui va dire si oui ou non l'image est bonne. Ces réseaux-là ont beaucoup évolué dernièrement parce qu'ils ont fait des choix de méthodologie un peu différentes de ce qui se faisait depuis 2014 au niveau des GAN. Ils ont choisi de faire un apprentissage progressif, c'est-à-dire que les qualités d'image étaient de petite qualité au départ, et ensuite ils sont arrivés maintenant vers des qualités d'image de 1024 par 1024, ce qui est assez remarquable. Voilà, donc, et ça date, c'est tout récent, ça date de 2019, et on le voit au travers, je peux vous donner un exemple d'un site internet qui publie des photos qui sont générées par l'IA. C'est le site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Donc, par curiosité, vous pouvez y aller sur ce site et vous verrez des images en 1024 par 1024, donc de la haute définition, et qui sont générées par l'IA. Donc, elles ressemblent fortement à des images. Donc, c'est des photos, en fait, des photos d'hommes, de femmes, d'enfants. Et vous verrez qu'elles ressemblent fortement à des vrais gens. Et ça, c'est on voit ici avec les capacités de CPU qu'on arrive maintenant à des résultats extrêmement performants et qui arrivent maintenant dans l'industrie. Donc, c'est bien le moment, effectivement, de se lancer dans des projets IA dans le secteur industriel parce que les qualités d'image le permettent et la technologie est là et maintenant est éprouvée. Voilà, en quelques années, c'est allé très très vite. Donc, effectivement, c'est le moment d'y aller. Alors avant de terminer, juste une conclusion sur le domaine, une précision sur le domaine de la qualité. On a parlé du contrôle qualité tout à l'heure, mais la décision finale d'une pièce non conforme, certes l'IA va apporter une valeur ajoutée, va donner un avis. En revanche, la décision humaine reste la dernière décision d'une conformité d'une pièce, bien évidemment. Voilà. Alors, Frédéric, on a d'autres questions. Merci beaucoup aux participants de poser vos questions. La première, quel est le coût que représente ce type de développement? Avez-vous une fourchette? Alors la fourchette, on l'a mise effectivement en durée de projet. Il faut voir qu'on peut aborder les projets de manière très itérative, c'est-à-dire pas à pas pour montrer des progrès sur l'apprentissage, sur la pertinence des données qu'on produit à partir des images qu'on a capturées. Je dirais que une itération des deux premières, des étapes 2 et 3 peut aller de 5 000 à 15 000 euros en budget, je dirais. Après, tout dépend effectivement de la qualité des images entrantes, de la difficulté du problème à résoudre, mais on peut dire qu'avec un budget raisonnable, on peut déjà avoir des premières informations sur le travail qui resterait à accomplir pour avoir un système industriellement utilisable sur une chaîne de fabrication. Donc bien sûr, c'est très très variable en fonction du problème et de la durée, mais avec des budgets raisonnables, on peut déjà commencer à avoir des premiers résultats. Et deuxième question, ces solutions techniques avec de l'IA sont-elles intéressantes pour des flux non continus avec des changements de format réguliers? Les coûts ne deviennent-ils pas trop élevés, donc ROI moins intéressant? Alors, c'est compliqué à répondre. Je pense que le coût, le ROI en fait, le ROI va dépendre du coût de la non-qualité et du coût de votre process qualité actuel. Si l'IA est capable de traiter, et en fait l'IA va s'adapter à beaucoup de changements par rapport justement aux exemples qu'on vous a donnés sur les œufs ou les seringues où l'environnement et les pièces sont extrêmement contrôlées, se ressemblent toutes. Oui. L'IA justement est capable de gérer ces changements de manière beaucoup plus flexible. Donc, si vous pensez que vous dépensez trop de temps ou c'est trop inefficace aujourd'hui avec des contrôles manuels et visuels humains, c'est peut-être qu'il y a un potentiel sur de l'IA. Après, il faut effectivement calibrer l'effort pour que ce ne soit pas juste de la R&D, mais que ce soit utile industriellement avec un ROI.
Frédéric, peut-être des choses à ajouter ou pas? Oui, ben, c'est vrai que sur la question du changement de format, c'est très intéressant parce que l'IA, justement, va permettre d'ouvrir cette défothèque, hein, le champ d'images bonnes en fonction des formats, justement. Et je pense l'IA peut répondre. Après, forcément, il faut arriver avec une analyse un peu plus approfondie. Donc, je vous propose pour la suite, bah, c'est de éventuellement nous contacter par mail. Alors, hop, je passe voilà, la dernière slide. Voilà nos deux mails. Si vous souhaitez avoir un approfondissement sur une problématique très particulière de changement de format ou autre, n'hésitez pas à nous contacter et on pourrait éventuellement approfondir l'analyse et vous euh, proposer des solutions. Voilà, donc, Une question supplémentaire. Quelle maturité des capteurs pour des défauts de quelques microns? Euh, alors, nous avons connaissance de capteurs non optiques, mais je ne sais pas s'ils vont jusqu'à la taille de quelques microns. Nous pouvons sans doute interroger notre écosystème. Il faudrait aussi savoir quel est le matériau qui est inspecté. On peut penser à des capteurs du type terahertz, on peut penser à des capteurs du type rayon X qui fournissent une image numérique, ou peut-être des capteurs optiques, mais à ce moment-là sur des installations optiques qui permettent justement de voir des détails de quelques microns. Je dirais que tant qu'on peut numériser une image, après c'est plus une question d'IA, si vous avez raison, c'est plutôt une question de capteur. Si vous avez une problématique particulière, on serait très heureux d'essayer de voir dans notre écosystème si on trouve une solution. Frédéric, t'as des cas d'usage sur des défauts de l'ordre du micron? ben, au niveau de l'IA, peu, mais moi je constate que les caméras qui sont utilisées au départ, enfin, sans IA, par exemple, l'AOI, l'inspection des cartes électroniques, effectivement, c'est des caméras haute définition, 18 mégapixels, et qui permettent de faire des zooms extrêmement forts, et donc aller au détail de l'image. Après, effectivement, la caméra partie IA, j'ai pas d'exemple en tête. Une dernière question que je vois, quels sont les coûts de développement et de fonctionnement, aussi environnementaux et économiques des solutions IA dans votre domaine, et en quoi affecte-t-il la mise en place de ce genre de solutions? C'est très large. Je dirais que je pourrais pas répondre sur les coûts environnementaux, c'est encore plus complexe que des coûts économiques. Mais comme on disait sur le ROI avant, je pense que une solution IA vaut le coup d'être évaluée si, encore une fois, le coût de la non-qualité, pour l'instant, est complètement insatisfaisant de votre côté et que vous n'avez toujours pas trouvé de solution économique ou humaine fiable qui ne se dégrade pas avec la fatigue des opérateurs. Ok, merci Richard pour ces éléments de réponse. Alors nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'espère qu'ils vous auront apporté les informations que vous recherchiez. Et si vous souhaitez des informations complémentaires, donc voilà, nos deux mails sont ici sur l'écran, n'hésitez pas. Donc je tiens à remercier tout particulièrement Richard déjà de ta présence. Également Gauthier Duplex, qui est consultant Advance avec moi sur le travail conséquent de préparation de ce webinaire. Également des équipes de communication de Advance et Inventis pour la préparation. Voilà, donc cette vidéo sera accessible sur YouTube. Également, si vous avez besoin des slides, vous pouvez nous les demander par email, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et si vous avez donc ces projets d'innovation et si vous souhaitez améliorer votre taux de détection de défauts dans votre usine, n'hésitez pas, contactez-nous. Voilà, merci à Merci tous. beaucoup. Au revoir.